On y va. Donc, simplement deux mots d'introduction et si Alain nous rejoint, il donnera plus d'éléments. Bon, je pense que la majorité d'entre vous connaissent la FBV, une association française de biotechnologie végétale pour diffuser les informations et réfléchir à ces biotechnologies et leur impact sur l'agriculture ou plus généralement l'alimentation. Donc, pour ce qui me concerne, je suis actuellement le président de cette association. Après quelques années, soit à l'université en tant qu'enseignant-chercheur, soit dans le monde privé au niveau de Rhône Poulenc Bayer et Limagrin pour développer les biotechnologies végétales. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Nicolas Brault, qui interviendra après moi, qui est un enseignant-chercheur en histoire et philosophie des sciences au sein de la chaire Plant Breeding de l'Institut Polytechnique Unilassal à Beauvais. Et Nicolas nous présentera sa perception quant à la méfiance de l'opinion envers les biotechnologies appliquées à l'agriculture, puis il tentera de nous proposer une démarche pour sortir de cette situation de blocage. Donc, Nicolas Brault est docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques de l'Université Paris Diderot. En plus de ses activités à Unilassal, il est directeur adjoint de l'unité de recherche Interact App et chercheur associé au laboratoire Sphère de l'Université de Paris. Il est également chargé de cours à Sciences Po Paris. Enfin, outre sa participation et à l'organisation de colloques, il est membre de plusieurs sociétés savantes dans les domaines de l'histoire, de la philosophie et de l'épistémologie des sciences. Donc, avant que Nicolas Brault intervienne, je vais vous faire une présentation assez rapide des biotechnologies végétales et de la problématique qui amène à l'intervention de Nicolas Brault et la réalisation de ce webinaire. Donc, juste une minute pour que je mette à l'écran. Alors, donc, je suppose qu'il va être, Nicolas, on voit la Oui, c'est bon, présentation. c'est bon. Donc, Oui, oui. je vais attaquer sur cette présentation. Hein. L'objectif, c'est d'essayer de vous résumer ma perception plutôt que notre perception, comment on en est arrivé à cette situation dont vous verrez, c'est quand même pas mal une situation de blocage. Donc, si vous voulez, tout a démarré dans les années 1970, donc ça fait déjà 50 ans que l'on fait du génie génétique qui permet de modifier le génome d'un organisme. Et immédiatement, les premières interrogations sur le risque sont apparues pour le personnel, pour l'environnement, et de nombreux chercheurs à l'époque, en 70, ont proposé un moratoire. Donc, dans ce cadre, Paul Berg a initié l'organisation d'une conférence à Asilomar, en Californie, qui a eu lieu en 75. Et au cours de cette conférence, il y a eu un bilan de la technologie à l'époque, des débats sur les risques potentiels, hein, sachant qu'à cette époque-là, venant de chercheurs, euh, ils se posaient des questions essentiellement par rapport au personnel quand même. À cette conférence, ils ont proposé de lever le moratoire dès la mise en place d'une réglementation souple et non contraignante, ce qui a été fait assez rapidement par le National Institute of Health, et les recherches ont redémarré. Si l'on vient en France maintenant, la France a créé une commission du génie génétique en 1976. Donc, en France aussi, on avait une réglementation à cette époque sur le sujet. Ceci nous conduit aux années 80. Et dans les années 80, on voit apparaître les premières plantes génétiquement modifiées.
Alors, il y a des résultats intéressants et les premiers succès sont simultanés en France, Belgique, aux USA et concernent des tabacs génétiquement modifiés. Ceci est suivi assez rapidement. Comment dire, les publications ont eu lieu en 1983. En 87, on a pu commencer des essais plein champ en France, hein. Et à l'époque, je travaillais chez Ron Poulenc, on a commencé des essais à cette époque-là. Et très vite, on a vu apparaître des oppositions locales et nationales. Et peut-être certains d'entre vous se rappellent le débat qu'il y a eu pour des bactéries dites antigel qui l'on aspergeait sur des plantes pour les protéger du gel. Et les premiers essais ont eu lieu sur des toits de bâtiments avec des gens en scaphandre pour faire ces essais. En 87, si on revient sur la France, l'INRA faisait des essais de tabac résistants à la canamycine qui ont été mis en cause par un député européen qui a demandé leur arrêt. Pour ce qui nous concerne, plus précisément, en 88, on a organisé la visite des ministres de l'Agriculture, Henri Nallet, de l'Environnement, Brice Lalonde, de nos essais de tabac tolérants à un herbicide en Rhône-Alpes. Donc ça, c'est les années 80. Ce qui marque les années 90, c'est les premières commercialisations. Alors la Chine démarre en 90. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'ils ont probablement démarré avant, puisqu'on trouvait des cigarettes dès le milieu des années 80, donc avec le tabac et la tomate résistante au virus. Ça a été suivi en 94 par la tomate Flavor Saver de Calgen aux USA, qui a une conservation allongée. Tomate qui n'a pas fait un chemin très long puisque ses coûts de production étaient supérieurs au prix de vente. Donc pour une société, vous ne vivez pas très longtemps lorsque vous avez un produit de ce type-là. En 95, si on fait un bilan des autorisations, on s'aperçoit qu'il y a 35 autorisations de mise sur le marché couvrant 11 espèces, 8 caractères et 6 pays, dont la France et l'Europe. Et comment je voudrais dire, sachant que la majorité quand même des autorisations concernent les États-Unis et le Canada. Si on regarde maintenant au niveau des essais plein champ, on s'aperçoit qu'il y a eu plus de 50 espèces végétales qui ont été testées dans le monde à cette époque-là, et ce qui montre le potentiel de la technologie. Mais très rapidement, les difficultés s'accumulent. Je vais vous en citer quelques-unes, sachant qu'elles n'ont pas toutes trait aux plantes génétiquement modifiées, mais qu'elles jouent un rôle quand même important dans ces difficultés. Je vais vous rappeler la maladie de la vache folle, le soja food Monsanto qui arrive en 96 alors que l'Europe n'a pas pris réellement position. Donc il y a un blocage des bateaux, une autorisation d'importer en urgence et les animaux peuvent recevoir le soja. Et puis un autre événement qui n'a pas arrangé les choses, le poulet à la dioxine. Donc pendant cette période, à partir le milieu des années 90, l'opposition aux plantes génétiquement modifiées devient une réalité médiatique. Elle est très bien reprise au niveau de la presse et au niveau des distributeurs, et on voit se développer ce que l'on appelle le sans OGM. Cette opposition se développe pas seulement en France, hein, même si c'est important en France, mais elle se développe dans le monde et elle bloque tout développement non seulement en Europe, mais dans de nombreux pays, en Afrique, en Asie. Et cette opposition est probablement liée aussi au fait que les potagères génétiquement modifiées ne se sont pas développées alors qu'il y avait beaucoup d'autorisations de commercialisation à cette époque. De 2000 à 2018, il y a un coup d'arrêt. En effet, les controverses se sont développées dans de nombreux pays. Je vais les citer sans rentrer dans les détails. J'ai pris quelques exemples que vous avez sûrement rencontrés. Les pommes de terre de Pudzai en Angleterre, le papillon monarque aux États-Unis, le Terminator de Monsanto, le coton BT en Inde. Vous avez sûrement
souvenir des rats de Serralini en France, le porte-greffe vigne de l'INRAL dans les destructions en essai plein champ, les faucheurs volontaires en France qui ont commencé leur activité, qui se poursuit maintenant, et puis enfin le riz doré aux Philippines, dont Greenpeace avait détruit des essais à cette période-là, sachant que le riz doré depuis a fait son chemin et il est commercialisé en Chine, aux Philippines depuis l'an dernier. Donc toutes ces controverses ont entraîné la mise en place d'une réglementation qui limite le développement. Alors en Europe, on a d'abord eu une réglementation en 1990 qui a été mise en jour en 2001. Et cette réglementation est arrivée à une telle complexité, des dossiers importants couplés à une incertitude, si bien qu'il n'y a plus de dossiers déposés pour la culture en Europe depuis quelques années. En Amérique du Nord, bon, on a une réglementation qui fonctionne, mais les filières ont imposé aux développeurs, aux personnes qui développent des PGM, d'avoir des autorisations d'importation dans les principaux marchés, ce qui entraîne parfois des délais importants pour un début de commercialisation. Et quand on regarde ce qui se passe ailleurs, en Chine, en Inde et en Russie, pour des raisons très diverses, les autorisations n'existent plus. Il y a eu le coton BT, il n'a pas été remis en cause, mais il n'y a rien eu d'autre pendant de nombreuses années. On verra ce qui se passe actuellement. En Asie et en Afrique, à cette époque-là, ces pays sont essentiellement fermés aux plantes génétiquement modifiées. Et on constate que l'explosion des coûts réglementaires empêche un accès au petit marché, donc les potagères, et un accès au développement par des petites sociétés. Quand on regarde ce qui se passe au niveau d'évolution, hein, c'est-à-dire que malgré toutes ces difficultés que je vous ai signalées, les PGM se développent. Et on a une croissance linéaire de 96 à 2018. Et puis, depuis, constate un plateau qui n'est pas dû à un manque d'intérêt pour les PGM, mais qui est simplement dû au fait que les produits qui sont disponibles sur le marché sont arrivés à saturation de leur potentiel. Si on prend les dernières statistiques consolidées au niveau mondial qui datent de 2019, on avait 190 millions d'hectares cultivés par 17 millions d'agriculteurs dans 29 pays, dont l'Espagne et le Portugal. L'Europe, si on se focalise maintenant sur l'Europe, on est en situation de moratoire de fait depuis la fin des années 2000. C'est vrai qu'il y a eu quelques cultures dans certains pays européens. Il y a eu jusqu'à 6 ou 7 pays qui cultivaient du maïs résistant aux insectes. Mais actuellement, seuls l'Espagne et le Portugal cultivent le Mont 810. De nombreux États membres ont interdit la culture des PGM. La France fait partie de ces États membres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus aucun dossier pour une autorisation de culture qui n'est déposé en Europe. Il y a des autorisations d'importation qui sont accordées, mais avec des délais importants. Et on notera qu'il y a une modification de la motivation du refus de la culture. Hein. On partait avant sur des risques sur la santé humaine. Maintenant, on est sur les risques sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut bien importer, il n'y a pas de risque pour la santé humaine, mais il y a des risques sur l'environnement, donc on ne cultive pas. Bon, malgré cette situation, on peut dire que depuis les années 2018, enfin depuis 2018, on voit quelques lueurs d'espoir. On va voir ce que peuvent être ces lueurs d'espoir. Tout d'abord, le développement des plantes génétiquement modifiées montre des signes de reprise dans le monde, en dehors de l'Europe, bien évidemment, puisque il n'y a plus de dossiers. Donc, sur de nouvelles espèces, la pomme de terre, le pommier, l'aubergine, le niébé, le manioc, le blé, le riz, sur de nouveaux caractères, la tolérance à la sécheresse, la qualité, comme les caroténoïdes pour le riz, l'acrylamide pour la pomme de terre, le brunissement pour la pomme de terre, et toujours, bien sûr, la résistance aux insectes. Et dans de nouveaux pays, la Chine, le Bangladesh, les Philippines, le Myanmar, le Vietnam, le Kenya, le Nigeria,
l'Éthiopie, le Sénégal, le Swatini, le Soudan. Donc vous voyez que l'Asie et l'Afrique sont les moteurs de ce développement. Alors la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si dans cette situation un peu difficile en Europe, ou très difficile en Europe pour les plantes génétiquement modifiées, est-ce que l'édition génomique va subir le même sort? Donc la réécriture génomique, que certains appellent l'édition génomique, que la Commission appelle la mutagénèse ciblée, elle connaît ses premiers succès à partir des années 2000 avec un développement exponentiel depuis l'invention du système CRISPR, les ciseaux moléculaires en 2012. Et on constate même les premières commercialisations de plantes NGT, comme on les appelle, dans les pays qui ont adapté leur législation sur les PGN. Je ne passerai pas, mais je citerai simplement, par exemple, la tomate avec des grandes quantités de GABA. Si on revient sur la France, en France, on a eu une remise en cause de l'exclusion de la mutagénèse aléatoire in vitro. Donc, cette remise en cause a été lancée en 2015 par des différentes organisations françaises opposées aux plantes génétiquement modifiées. L'État français a demandé à la Cour de justice européenne de donner son avis et celle-ci a décidé en 2018 qu'une technologie non utilisée en routine depuis 2001 ne peut pas donner lieu à l'exclusion. En France, on a compris ceci en disant bon, ben, la mutagénèse aléatoire n'était pas utilisée en routine en 2001, donc elle n'est pas exclue. Donc effectivement, ça s'y a entraîné un recours par de nombreuses organisations, que ce soit en France ou même en Europe, si bien que le gouvernement français a reposé une question à la Cour de justice qui finalement a décidé que l'exclusion ne s'appliquait pas à la mutagénèse aléatoire in vitro. Par contre, la décision indirecte que ça a entraîné, c'est que la mutagénèse ciblée ou l'édition génomique, elle, ne peut pas faire partie de l'exclusion, puisque, comme je vous l'ai signalé, elle est surtout les premiers succès réels datent du début des années 2000. Alors, ceci a eu quand même un effet positif, parce qu'on discutait de cette problématique depuis 2007. Et donc, cette décision de dire que ce n'était pas exclu a eu comme effet positif que le Conseil de l'Europe, en 2018, a demandé à la Commission une proposition de réglementation, et proposition qui a été publiée en juillet 2023. Immédiatement, on a vu des commentaires positifs, négatifs, selon les schémas classiques en Europe et dans la France. Et on se sent retourné en 1990. On retrouve un peu les mêmes argumentations qu'à l'époque du développement des plantes génétiquement modifiées. Au niveau de la FBV, je pense qu'on est de nombreuses organisations à partager cette analyse. On pense que si cette réglementation est adoptée, elle va permettre le développement de plantes NGT issues de la mutagénèse ciblée et de la cisgénèse. La question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il y aura un accord entre la Commission et le Conseil de l'Europe et le Parlement européen avant la fin de la législature, c'est-à-dire dans quelques mois? Et est-ce que la France et l'Europe arriveront à sortir des controverses? Et que faire pour l'aider? Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux aspects d'introduction, si vous voulez. Et je vais arrêter le partage de l'écran et je vais donner la parole à Nicolas Brault pour sa présentation. Donc, après discussion avec lui, on a focalisé cette présentation en trois parties, avec une partie présentation et une partie question.
avec des durées de temps limitées de manière à pouvoir traiter les trois questions. Donc, on va commencer tout de suite cela de manière à ne pas perdre de retard et pouvoir garder du temps pour les discussions à chaque fois. Donc, Alain ne nous ayant pas rejoint, Monsieur Brault, je vous donne la parole pour la première question que je vais vous poser, qui est, avant d'aborder la question des biotechnologies, pouvez-vous, sur la base de quelques exemples, nous donner une brève définition de l'approche épistémiologique et nous expliquer en quoi elle se distingue de l'approche philosophique et de l'approche sociologique, voire de l'approche historique? Donc, je vous laisse la parole, sachant que vous savez qu'il faut qu'on tienne entre, disons, 10 minutes, 15 minutes et qu'on se garde qu'on se garde du temps pour quelques questions. Monsieur Brault, allez-y. Très bien, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Oui, C'est bon pour vous? il faut passer en plein écran, c'est tout. Merci. Je vous en prie. Alors, j'avais une petite présentation, mais on peut aller directement sur la question de savoir qu'est-ce qu'est l'épistémologie. Bon, bonjour à tous et à toutes et merci d'être là avant de commencer. Euh, donc, pour répondre à la question de façon très rapide, on va dire. Euh, En gros, l'épistémologie, c'est la science, l'étude de la connaissance. Donc, épistémé en grec, logos en grec, la science de la science, si vous voulez le dire autrement. Il y a deux grands mots. Il y a le mot anglais, l'épistémologie. Là, c'est de la théorie de la connaissance. C'est Kant, pour ceux qui connaissent. Hein. Que puis-je savoir? Réponse à la question que puis-je savoir. Donc, là, on est au niveau, je dirais, individuel de l'esprit humain. Et puis, il y a le mot épistémologie en langue française, qui arrive à peu près début XXe siècle, et que enfin, les Français, en gros, vont plutôt comprendre en termes de philosophie des sciences, même si le mot existe depuis le milieu à peu près du 19e. Donc globalement, pour faire simple et pour que tout le monde comprenne, notamment pour ceux qui bosseraient dans un contexte anglophone, les Anglais, les anglophones, le monde entier, en fait, à part nous, parlera plutôt de philosophy of science. Nous, on parlera plutôt d'épistémologie, même si on parle volontiers de philo des sciences. Et pour les sciences spéciales, ils diront Philosophy of Mathematics, Philosophy of Biology, Philosophy of Physics. En français, on dira plutôt épistémologie de la biologie, épistémologie des mathématiques, mais de plus en plus, on parle de philosophie des maths, philosophie de la physique, philosophie de la biologie. Ça, c'est des petits points sémantiques. Ça ne nous dit pas ce que c'est l'épistémologie. Globalement, c'est l'étude critique. Je prends la définition de la Lande, hein, qui est classique en philo, étude critique des principes, des hypothèses, des résultats des sciences, pour voir leur origine logique, leur valeur et leur portée objective. Ça, c'est une des premières définitions qui est donnée dans le dictionnaire de la Lande. Et si on prend une définition un peu plus récente, on retrouve la même idée de caractériser les sciences existantes, de juger de leur valeur et notamment de décider si elles peuvent prétendre se rapprocher de l'idéal d'une connaissance certaine et authentiquement justifiée. Avec les questions qu'il y a derrière sur les critères pour distinguer entre une science et une pseudoscience, un débat qui est intéressant aujourd'hui. Donc toujours la même idée de juger de la valeur logique cognitive euh, des théories scientifiques. Alors, comment on distingue histoire des sciences, philo des sciences, sociologie des sciences, qu'on regroupe parfois en France sous le nom d'épistémologie? Globalement, je vais commencer par la sociologie des sciences. Donc, alors, toute une tradition essentiellement anglophone, hein, qui va arriver en France par la suite. On appelle ça les science studies. Il faudrait dire plutôt les social studies of science, études sociales des sciences, où on est dans une approche interdisciplinaire, donc politique des sciences, économie des sciences, sociologie des sciences, histoire des sciences. On va se focaliser sur les pratiques effectives de la science et puis les relations au monde politique, au monde économique, comment les choix, par exemple, de financement de la recherche déterminent la manière dont la recherche est faite, déterminent les résultats de cette même recherche. Donc là, il y a deux grands penseurs, je dirais, en France. Il y a Dominique Pestre, bon, j'ai pas mis les photos parce que voilà, qui se revendique sociologue des sciences, mais qui fait plutôt strictement parler de l'histoire sociale des sciences. Là, on est sur une histoire un peu épaisse, à la manière de l'école des annales, pour ceux qui connaissent. On va aller voir sur une période déterminée tous les acteurs, tous les enjeux, tous les déterminants. Et puis, on a une autre approche qui est de Bruno Latour, qui était prof à Sciences Po, qui est assez connu, qui est mort récemment, où lui s'efforce plutôt de dégager des régularités, des tendances dans la manière dont est faite la science, et puis
toutes les visions de la nature, de l'environnement, de la modernité qu'il y a derrière, en quelque sorte. Donc plutôt les liens entre science et société. Donc là, je reprends ce que Jean Gaillon dit dans cet ouvrage-là qui est mis dans la couverture et mis en photo. Euh, Globalement, ça c'est l'aspect socio des sciences, et puis après vous avez l'aspect philo des sciences, avec deux grands types de philosophie des sciences. Une philosophie qui est plutôt intéressée au concept qu'on appelle métascientifique, c'est-à-dire des termes qu'on va retrouver un peu dans toutes les sciences, le terme de loi, le terme de théorie, la notion de confirmation, la notion d'explication, de preuve, etc. Donc ça, c'est plutôt dans la lignée du cercle de Vienne, donc ce qu'on appelle le néopositivisme au début du XXe siècle. On fait une analyse conceptuelle. Et puis une philosophie qui va s'intéresser à des termes et des concepts scientifiques, mais plutôt propres à certaines disciplines, comme le concept d'atome, comme le concept de gène, et qui entend s'appuyer sur l'histoire. Ça, c'est une philosophie des sciences qu'on appelle HPS, pour dire histoire et philosophie des sciences. Et là, j'ai mis la phrase de Lakatos, hein, qui était un philosophe des sciences du XXe siècle, un collègue de Karl Popper. L'histoire des sciences sans la philosophie des sciences est aveugle, et la philosophie des sciences sans l'histoire des sciences est stérile. L'idée qu'il y a un lien, un enrichissement réciproque à étudier à la fois l'histoire et la philosophie des sciences. Là, vous voyez déjà que l'histoire, elle est à la fois dans la socio des sciences, elle peut y être en tout cas, mais elle peut être aussi dans la philosophie des sciences, ou elle peut ne pas y être. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une philosophie qui est complètement anhistorique, sans histoire, qui ne s'intéresse pas à l'histoire, mais il y a une tradition française dans laquelle je prétends, on va dire, m'inscrire, qui est la tradition HPS, Histoire et philosophie des sciences, qui étudie autant, je dirais, les aspects historiques que les aspects conceptuels. Donc l'idée, pour distinguer entre l'histoire des sciences, la philo des sciences, la socio des sciences, c'est que il y a différents styles de pensée qui cohabitent, différents styles d'écriture, qui vont insister plutôt sur une dimension spécifique de la science ou des sciences, la dimension sociale, la dimension conceptuelle, la dimension historique, en fonction des positionnements, je dirais, de chacun, avec l'idée quand même que je défends moi ici, qui est l'idée alors, c'est un peu l'idée d'Auguste Comte, hein, l'idée de la philosophie comme présidence du savoir. C'est un peu pompeux, c'est un peu mégalo, mais en tant que philosophe, moi, je défends l'idée d'un continuum entre la science et la philosophie, et l'idée, là aussi, que la philosophie et les sciences s'enrichissent mutuellement, à la fois quand certaines disciplines scientifiques apparaissent, ou aussi quand certaines disciplines scientifiques sont en crise et ont besoin soit de remonter un peu à leurs origines, soit de dépasser un peu les paradigmes, comme on dit classiquement, pour aller chercher d'autres idées. Mais ça, c'est vraiment le côté philosophie des sciences. C'est pas aujourd'hui, enfin, il n'y a pas que le côté philosophie des sciences aujourd'hui qui domine dans l'épistémologie. Alors, je pense qu'il y a une question de Mimia Taleb qui dit, est-ce que vous pensez, peut-être qu'elle est plus adaptée pour tout à l'heure, mais je vais quand même la poser maintenant, est-ce que vous pensez qu'au niveau de la thérapie génique, on est dans une même situation que ce qu'on a nous? Non, parce que en fait, enfin, il y a des discussions de philo des sciences autour de cette question de thérapie génique, hein. C'est pas nouveau. Le problème, je dirais, est plus simple parce que la thérapie génique ne va concerner que quelques personnes, je dirais, qui sont dans des situations particulières, qui sont dans des situations pathologiques. Donc, il y a moins cet effet de dire que ça va concerner tout le monde. C'est-à-dire qu'on modifie des plantes, ces plantes vont servir après, je sais pas, on va faire du blé, donc on va faire de la farine. Donc, en fait, on va retrouver ça, et c'est tout l'argumentaire de la grande distribution et des anti-OGM à la fin. On va retrouver ça dans nos assiettes, et ça va concerner tout le monde. Mais la thérapie génique, je veux dire, alors sauf les trucs un peu délirants qu'il y a eu autour des vaccins ARN dernièrement, la thérapie génique, foncièrement, ne concerne que peu de personnes, c'est un cercle très restreint. Et je dirais aussi, par ailleurs, que cette thérapie génique, elle est encore en cours, parce que moi, ça fait quand même 30 ans que j'en entends parler. Il y a quand même pas mal d'échecs. Il y a des choses qui ont permis de changer, je dirais, guérir certaines maladies. Mais pour l'instant, ça reste malgré tout balbutiant à ce niveau-là, à mon sens. OK. Qu'on passe à la deuxième, à la deuxième question. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, vous les posez sur le système de questions-réponses que vous devez avoir. On a eu des questions, effectivement, dans le principe d'un webinaire qui n'est pas
qui est monté de telle façon qu'il y a eu une salle avec les présentateurs et une salle avec les participants. Bon, pour certains qui ont posé des questions, effectivement, vous ne voyez pas tous les participants. Pour ce qui est des présentations, et je m'avance un peu peut-être, mais en général, après le webinaire, quelques jours après le webinaire, ceci est, sauf si M. Brault n'est pas d'accord ou veut modifier ses présentations, sur notre site web, vous pourrez trouver les présentations. C'est bon pour vous, M. Brault? Ouais, pas de souci. Donc, quelques jours après le webinaire, les présentations sont sur le site. En fait, c'est le webinaire lui-même qui est mis sur la chaîne YouTube de l'AFBV. Voilà, donc si vous voulez réécouter, vous pouvez aussi le faire. Donc, la deuxième question, comment, de votre point de vue d'épistémiologiste, pouvons-nous comprendre cette méfiance, voire cette hostilité à l'égard de ces technologies dont pourtant nous estimons qu'elles peuvent apporter des solutions innovantes et efficaces en de nombreuses questions? En d'autres termes, quels sont les freins à l'acceptation de ces biotechnologies? S'agit-il d'incompréhension scientifique ou de blocage idéologique? Monsieur Brault, vous avez une vingtaine de minutes pour... Merci. Alors, j'ai raccourci un peu la question parce que sinon, ça ne logeait pas sur ma diapo. Donc, l'idée de la méfiance, de l'hostilité à l'égard des biotechnologies, est-ce que foncièrement, c'est un problème scientifique? Est-ce que c'est un problème idéologique? Évidemment, j'ai pas de réponse simple. J'essaie de refaire un peu l'historique. Alors, il y a des points communs avec la présentation que vous avez faite juste avant, Monsieur Fraissinet. Globalement, moi, ce que j'analyse, je vais distinguer trois causes. Pour moi, il y a une méfiance et une hostilité qui sont multifactorielles. Donc, j'ai mis ça en pourquoi tant de haine, finalement, parce que c'est un peu ça l'idée. Moi, je fais remonter ça. Alors, c'est peut-être lié à mon âge, mais tous les scandales dont vous avez parlé vous-même, qu'il y a eu dans les années 80, 90, y compris en 2000. Le scandale de la vache folle qui a fait énormément de mal vis-à-vis de l'agriculture, vis-à-vis de la confiance, en fait, je dirais, dans l'industrie agroalimentaire en général, puisque on a quand même été jusqu'à refiler des farines animales à des animaux qui étaient herbivores. Donc, à un moment donné, on voit bien que ça ne va pas. Les bœufs le bœuf aux hormones qui a eu son petit succès dans les années 80 qui nous venait des États-Unis. Alors j'ai mis le clonage de la brebis Dolly, évidemment, il y a pas de scandale autour de ça, mais c'est concomitant, c'est-à-dire le Dolly, ça doit être 96 si je dis pas de bêtises. C'est concomitant et puis ça pose question parce qu'on se dit, OK, on va commencer à cloner des animaux, puis peut-être on va cloner des êtres humains, et puis quelque part, c'est un peu bizarre. Il y avait quand même cette idée-là que les scientifiques faisaient des choses bizarres, si je peux le dire un peu comme ça, un peu naïvement. Il y a un contexte global qui était le contexte de l'intermondialisme, naissant ou un peu moins naissant, je dirais, avec, j'ai mis José Bové là à droite, et j'ai mis une vache folle à gauche, avec l'idée de la lutte contre les OGM. Et vous voyez là le titre hein, de l'ouvrage, Des paysans contre la malbouffe, le monde n'est pas une marchandise. Donc il y avait toute un positionnement, je dirais, politique. Beauvais, il fauchait des champs OGM, ou pas OGM d'ailleurs, il ne savait plus très bien, mais il démontait aussi des McDo dans le Larzac. Et il luttait contre la malbouffe, contre l'agro-industrie. Donc il y avait une sorte de fusion, je dirais, des cibles. Et j'ai l'impression que les OGM ont un peu cristallisé un certain nombre de positions politiques à un certain modèle agro-industriel. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Euh, Ce mouvement-là, ce mouvement critique qui apparaît dans les années 90 globalement, qui monte et puis qui disparaît plus ou moins, ou en tout cas qui a moins d'impact vers enfin, au début des années 2010. On a toujours comment il s'appelle enfin, José Bové a plus ou moins disparu de la circulation, il réapparaît de temps en temps, mais on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. On a quand même le syndicat, la Confédération paysanne, qui est pas évidemment très puissant, mais qui existe toujours. Et c'est en général la Conf qui fait des actions de justice. On a Greenpeace, évidemment, on a un certain nombre d'ONG. Et puis récemment, on a vu apparaître les soulèvements de la Terre, dont vous avez dû entendre parler, puisqu'il y a eu pas mal d'actions, il y a eu les méga-bassines, il y a eu
une tentative d'interdiction, enfin de dissolution, pardon, du mouvement, de ce mouvement par le ministère de l'Intérieur, bon, qui a échoué juridiquement. Et là, concrètement, on reprend, alors après, je vous ferai l'aspect philosophique, mais ça reprend un peu, je dirais, tout l'argumentaire et ça reprend un peu l'analyse que j'essaie de faire. Là, c'est un texte qui était lié à une action qu'ils ont faite devant le siège de Bayer à Lyon. Il a fait une grosse action, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était l'année dernière. Bon, sauf que, en fait, pour dire qu'il fallait qu'il quitte, qu'il s'en aille, en fait, Bayer avait déjà prévu de quitter ce site-là, mais peu importe. Et je vous lis un peu l'argumentaire, pas tout, mais juste pour que vous voyez où je veux en venir. Au nom du noble but de nourrir la population mondiale, les multinationales du secteur agrochimique ont détruit, au nord comme au sud, l'agriculture vivrière, en lui substituant du laboratoire à l'assiette un modèle toxique, ultra carboné dont elle tire profit. Donc, c'est chargé, hein, c'est la pollution, c'est l'empoisonnement, c'est un imaginaire de ce genre-là, qui n'est pas complètement infondé, je dirais. Hein. La firme Bayer Monsanto incarne plus que tout autre ce système. La liste de ses méfaits est longue, agents orange, PCB, Roundup, OGM, semences Terminator, néonicotinoïdes, fichage d'opposants, falsification scientifique, procès aux agriculteurs, lobbying agressif, bon, etc., etc. Donc, ce qu'ils disent là, c'est que globalement, bon, ils promeuvent le développement d'une agriculture sur paysanne et paysanne, et puis ils vont créer, alors ça c'est un peu de l'ordre du fantasme, mais l'intelligence artificielle, les OGM climate ready, etc., etc. Et pour eux, bon, c'est une fuite en avant. Ça nous a déjà amené au désastre et on va encore y arriver puisque, en gros, ils vont breveter le vivant, ils vont faire que de la rentabilité, etc., etc. Donc, cette critique, si vous voulez, qui apparaît à mon sens, alors on va le voir, en fait, c'est plus vieux que José Bové, c'est plus vieux que tout ça, mais il y a un arrière-fond qui est à la fois une critique, je dirais, philosophique de la technologie, de la science même, et derrière une critique politique, économique du capitalisme technoscientifique, on pourrait le dire comme ça, qui marche bien à gauche, je dirais, qui a quand même, alors qui a des apories bien sûr, qui a de l'exagération aussi, mais qui touche quand même de temps en temps à des points intéressants. Si on regarde un peu plus si on élargit, je dirais, le scope, il y a globalement un problème de rapport à la science. Il y a une défiance globale des Français, notamment, envers la science et la technologie. Donc, il y a eu un sondage, enfin une enquête, en fait, qui est menée depuis 1972. Donc, ça fait quand même pas mal de recul. On a 50 ans de recul. Et on voit bien que, si on regarde les résultats de cette enquête, ils ont fait une petite infographie comme ça, avec la question qui est posée, d'une manière générale, avez-vous l'impression que la science apporte à l'homme? Donc, vous avez là la question. Et vous avez là plus de bien que de mal, autant de bien que de mal, plus de mal que de bien, et sans opinion. Okay, et donc là, vous voyez le plutôt bien que de mal. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est mis en rapport avec les différentes crises, les scandales, les catastrophes sanitaires, les affaires, les épidémies, enfin un peu tout. Et là, vous pouvez voir donc le autant de bien que de mal, donc qui est là. Bon, on se dit c'est pas mal, hein, on passe de 40, c'est toujours pareil, hein, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, on arrive à 60, mais par contre, il y avait plus de bien que de mal, on était à 57, on arrive là où c'est un peu le creux, ça remonte un peu, et puis là, on est globalement à moins de 30%. Donc, il y a 30% des Français, on va dire, avec toutes les précautions méthodologiques liées au sondage, hein, et aux enquêtes de ce genre-là, mais enfin, elle est quand même assez robuste et assez ancienne. On a quand même du recul à 40 ans, 50 ans, et on voit bien que là, il y a un tiers des Français, en gros, qui pensent que la science, pardon, fait plus de bien que de mal. Évidemment, si on regarde plus de mal que de bien, au final, bon, on arrive un peu au-dessus de 10%, donc c'est beaucoup plus qu'avant, mais ça reste quand même largement minoritaire. Mais ça pose question, et c'est pas tout à fait un hasard, je dirais, si ces mouvements, à la fois de défiance vis-à-vis de la science et de critique, je dirais, de la science et de la technologie, et des modèles économiques qu'il y a derrière, sont globalement assez concomitants, quoi. Et donc, si on fait un focus sur l'agronomie, globalement, en 1982, donc il y a plus de 40 ans, 80% des Français, globalement, considéraient l'agronomie comme une science. Et puis aujourd'hui, en 2021, on est péniblement à 53%, donc à peine la moitié,
qui la considère comme une science, parce que d'après l'analyse de Trécourt et Dubon, en fait, aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, plus que dans les années 80, elle est perçue, l'agronomie, comme proche des enjeux industriels. Donc, sous-entendu, elle est cul et chemise avec l'agro-industrie, et porteuse de risques environnementaux. Donc là, bah, c'est tous les éternels débats, je dirais, autour de l'agriculture, comme source de pollution, de l'air, de l'eau, le méthane, le CO2, les réchauffements de la planète, les nitrates, enfin, tous les phytosanitaires, évidemment, tous les problèmes et les controverses, les débats qu'il y a autour de justement l'agriculture aujourd'hui en France. Donc il y a quand même globalement en arrière-fond une hostilité, je dirais, envers la science, envers la technologie. Et pour beaucoup aujourd'hui, en fait, les nouvelles techniques d'édition génomique, globalement, c'est souvent une incarnation du technosolutionnisme. Donc, l'idée du technosolutionnisme, du solutionnisme technologique, c'est l'idée que, bah oui, OK, on a plein de problèmes, il y a le changement climatique, des phénomènes extrêmes qui apparaissent, qui se multiplient, mais c'est pas grave parce que la technologie va nous apporter des solutions toutes faites, et donc, faut pas trop s'inquiéter. Jusqu'à un certain point, c'est vrai, sauf qu'évidemment, ben, ça va peut-être pas suffire, en fait, on ne sait pas. Et donc, il y a un côté, il y a deux choses, c'est-à-dire, il y a un côté, les NGT, là, les nouvelles techniques, c'est quasiment de l'ordre du totem pour les semenciers, pour les biotechnologues, en disant, mais si, vous comprenez, ça va tout changer, ça va être un game changer, on va résoudre un certain nombre de problèmes qu'on n'arrive pas aujourd'hui à résoudre avec les techniques qu'on a à disposition. Certes, le problème, c'est un peu toujours le même, c'est-à-dire que ça fait un siècle, plus d'un siècle, que en fait, c'est la promesse qu'il y a derrière ces technologies-là. C'est la promesse d'une évolution à la demande. Alors, sans doute, on n'a jamais été aussi proche de la réaliser, mais c'était la même promesse quand c'était les rayons X, quand c'était le rayonnement nucléaire, quand c'était les premiers OGM. C'est toujours la même promesse, c'est intéressant d'un point de vue historique d'ailleurs. Et encore une fois, on peut supposer que la promesse plus de chances d'être réalisée aujourd'hui qu'hier. Et de l'autre côté, ben, du côté des ONG, du côté je sais pas, des soulèvements de la terre, Confédération paysanne, etc., ben, évidemment, ça reste de l'ordre du tabou. C'est-à-dire que pour eux, ben, en fait, ça reste des OGM. Là, ils disent de fausses solutions pour de vrais OGM, non aux OGM masqués. Donc, on retrouve l'argumentaire qui consiste à dire, bah ouais, en fait, c'est des OGM. Et donc, ce que soulignait M. Fraissinet tout à l'heure, c'est un peu le côté, bah oui, il y a un blocage là-dessus et on va avoir des difficultés globalement à lever le blocage. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de solutionnisme technologique, bah, c'est un peu ce que j'ai retrouvé un peu sur Internet. Hein. Alors, les nouvelles techniques, bah, ça va être la réduction des pesticides, l'édition génomique pour contrer le changement climatique, l'édition génomique pour s'adapter à la sécheresse, l'édition génomique, en fait, pour résoudre un peu tous les problèmes que peut rencontrer aujourd'hui l'agriculture. Jusqu'à un certain point, c'est vrai. Et puis, au-delà d'un certain point, bah, en fait, OK, on va pouvoir faire des plantes résistantes à la sécheresse, mais est-ce que répondraient les critiques à ce niveau-là, c'est que finalement, peut-être que le problème aujourd'hui, enfin, faire des plantes résistantes à la sécheresse, ça ne résout pas le problème de la sécheresse. Euh, et donc, c'est du solutionnisme. C'est à peu près ça la critique en général. Dernier point à ce sujet, tout ça s'inscrit en fait dans une longue tradition de critique de la technologie. Alors longue, là j'ai mis Heidegger, j'aurais pu mettre Steiner, mais Steiner un peu plus controversé puisque c'est un des fondateurs de la biodynamie et tout ça. Mais vous retrouvez chez Heidegger, qui a quand même inspiré Jonas, hein, je vais y revenir après dans la troisième partie. Il y a une critique de la technique, et cette critique de la technique a beaucoup, je dirais, influencé un certain nombre de penseurs en France, un certain nombre de critiques aujourd'hui de la technologie, de l'agronomie, des OGM, etc., etc. Je vous lis quand même le texte d'Heidegger qui est extrêmement violent, je dirais. Le travail des champs n'est désormais qu'une industrie agroalimentaire motorisée. Donc, il écrit ça en 46, 47, je crois, si je ne dis pas de bêtises, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était un nazi, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un philosophe qui a quand même été largement nazi à la fois dans son engagement et je dirais dans sa pensée, mais passons. Le travail des champs n'est désormais qu'une industrie agroalimentaire motorisée, le même dans le déploiement de son essence que la fabrication de cadavres dans des chambres à gaz et dans des camps d'extermination.
le même que les blocus visant à réduire des pays entiers à la famine, le même que la fabrication de bombes à hydrogène. Donc ce texte-là, qui est intitulé Le dispositif, enfin, c'est pas du tout mon opinion, hein, soyons très clairs. Mais l'idée, c'est de considérer que aujourd'hui, la technique voit la nature, et y compris l'être humain, comme un ensemble de ressources et que tout est transformé en ressources. Donc il y a cette critique-là qui est assez prégnante, je dirais. Et là, évidemment, il va à l'extrême. Et évidemment, c'est toujours facile de critiquer la technique, alors que c'est quand même pas l'industrie agroalimentaire qui a envoyé des millions de personnes dans des camps pour des raisons voilà, ethniques ou politiques ou autres, d'accord? Mais passons aussi. À l'autre bout, un philosophe là qui a soutenu sa thèse récemment, si je ne dis pas de bêtises, et qui développe le concept d'agroformation, qui se base sur le concept lui-même de terraformation. Donc, je lis un passage. La conséquence de l'application des exigences de l'industrie dans le monde vivant de l'agriculture est une homogénéisation conjointe des formes de vie et de leur mode d'existence, en faisant le choix technoscientifique de la stabilité des variétés, ça parle à mon avis aux sélectionneurs, contre les dynamiques écoévolutives du vivant, l'agro-industrie se condamne à une agroformation écologiquement et économiquement coûteuse des agroécosystèmes. L'uniformisation des sols par les pesticides et les engrais chimiques apparaît en cela comme le corollaire nécessaire d'une épistémologie agronomique essentiellement nomologico-prescriptive. Ce qui veut dire, en gros, c'est que le fond épistémologique de l'agronomie aujourd'hui est de faire des règles, c'est le côté prescriptif, il donne des conseils, il donne des règles pour faire telle ou telle culture, et qu'au fond, ces règles ne marchent que dans la mesure où on va transformer, en fait, en gros, le champ en laboratoire. Ça, c'est aussi un motif assez récurrent de la critique de l'agro-industrie. Et donc, dans ce cadre-là, le recours à des techniques d'édition génomique, c'est une manière de dire, bah oui, on continue à faire la même chose qu'auparavant. On va simplement faire que transformer en fait le champ, la plante, etc., pour la faire rentrer de force, entre guillemets, dans les normes prescrites par l'agronomie. Donc évidemment, bon, c'est un truc, enfin, c'est à la fois intéressant et, à mon avis, c'est pas justifié, c'est pas vrai, jusqu'à un certain point, puisque l'idée aujourd'hui, c'est de créer des plantes qui sont adaptées aussi à l'environnement. Mais on retrouve, encore une fois, des critiques similaires. Et c'est ces critiques-là, à mon avis, qu'il faut aussi entendre et bien sûr critiquer. Je pense que c'est bon, j'ai pas fait trop de temps. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait au niveau du timing. J'essaye. J'ai fait court volontairement pour pas déborder parce que Non, non, on pose, on va passer à une période de questions. Donc, si vous avez des questions, mettez-les sur le système questions-réponses. J'ai demandé à Yvette, si elle est là, que si Alain Dehaye avait des questions, il fasse transiter ces questions par Yvette, soit directement, soit Yvette les tape dans le système questions-réponses. Moi, j'ai une question, puis après on verra ce qui est arrivé. Si j'ai bien compris, et je pense, et je suis d'accord avec ça, il y a une perte de la croyance à la science ou de la confiance en la science. les deux. Les deux. Ouais. Hein. Et, et c'est un système qui atteint d'autres domaines ou c'est limité aux biotechnologies végétales? Non, non, là, ça concerne un peu tout. C'est-à-dire que après, alors, faut regarder le sondage. Ils ont fait des belles infographies. Je crois qu'il y a un dossier que je dois avoir, un PDF qui est intéressant, où ils font des variations en fonction des disciplines. Alors évidemment, quand c'est de la physique théorique, des choses comme ça, bon, les gens, ok, bon, c'est de la science, il n'y a pas de souci, ça fait pas de mal et tout. Et puis plus on descend vers ce qui pourrait les concerner directement, et plus évidemment c'est des rapports voilà, de doute, de scepticisme ou des choses comme ça en fait. Voilà, la médecine est plus haut que l'agronomie, mais il y a des gens qui sont en doute, et vous savez aussi bien que moi qu'il y a tout un tas de médecines un peu traditionnelles, douces, non conventionnelles, voilà, c'est ça comme vous voulez, mais qui se développent. Voilà, il y a un contexte global, je dirais, de défiance en la science.
Mais si on regarde après par rapport, pas simplement par rapport au domaine scientifique, mais par rapport à d'autres institutions, les gens ont quand même plus confiance en la science que dans les médias ou a fortiori dans les politiques. Je sais Mhm. pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais il y a un contexte quand même, il faut l'admettre, il y a un contexte aujourd'hui de défiance globale euh, qui dépasse largement, je dirais, le champ de la science. Il y a deux questions un peu ponctuelles pour rester sur ce point. Il y en a une de Pasquale Pérez pour savoir si c'est limité à la France. Le sondage, c'était un sondage français, C'était les mondial, Français et la science. français. Vous avez C'est les Français et la l'impression qu'en science. Europe ou dans le monde, on est dans une situation similaire ou Ça dépend des pays. Je ça dirais, dépend des pays? il y a des gros clivages. Là, aux États-Unis, typiquement, on sait qu'il y a des gros clivages à ce sujet-là, qui sont des clivages politiques. On sait très Mhm. bien que plus on va aller vers le vote Trump, plus on va aller sur une défiance globale vis-à-vis d'un certain nombre enfin, vis-à-vis de quasiment toutes les théories scientifiques, y compris les mieux établies. Donc là, il y a des enjeux politiques. Après, il y a des pays où c'est moins le cas, voire pas le cas. Mais là, ce qui s'est passé aussi, c'est que l'effet de la pandémie, je dirais, a accéléré, je sais pas, radicalisé, amplifié, je ne saurais pas comment le dire, mais ce genre de phénomène, en fait. Avec des clivages très forts, des polémiques très violentes, des politiques qui ont pas toujours bien fait leur travail, des scientifiques qui n'ont pas toujours bien fait leur travail. Voilà, enfin, ça a pas arrangé les choses, hein. Concrètement, ça n'a pas du tout arrangé les choses. Loin Mhm. de là. Mais il y a des pays où ça tient encore parce qu'il y a une confiance aussi. Alors, c'est lié à la confiance dans les politiques, c'est lié à la confiance dans les institutions, c'est lié à tout un tas de facteurs vraiment extra-scientifiques pour le coup. Gilles Cressman demande pourquoi les jeunes sont particulièrement touchés, hostiles? Alors, il y a deux choses. Il y a les femmes. Il y a vraiment un côté très genré dans le sondage qui est fait. Il y a une petite infographie dans le PDF là qu'ils ont fait. Les femmes sont tendance à être beaucoup moins, à avoir beaucoup moins confiance dans la science et dans les scientifiques. Alors, pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons, hein, comme toujours. Et puis les jeunes, je sais pas, il faudra aller voir sociologiquement ce que ça donne, mais il y a des effets de génération, il y a peut-être aussi des facteurs d'éducation, de niveau scolaire, des choses comme ça. Ça se sent très bien de toute façon que il y a une montée globale ouais, de l'irrationnel, de la magie, des croyances un peu mystiques, religieuses. Enfin, c'est des choses qui là aussi dépassent, je dirais, le cadre de la science, du rapport à la science, mais qui ont un impact néanmoins très fort sur le rapport à la science. Ça, c'est clair. Mhm. Il y a une question de Monsieur Volmer, mais vous y avez déjà un peu répondu. C'est la différence entre l'acceptation de ces nouvelles technologies, en particulier CRISPR, entre médecine et agronomie, mais je pense que vous avez répondu tout à l'heure. Ouais, Il y a un concerne moins le effet, monde. en Ouais. effet, concerne moins de monde. C'est vrai pour la thérapie génique. C'est où là c'est vraiment de comment dire l'utilisation directe de la technologie. C'est peut-être moins vrai que si on s'intéresse aux médicaments type insuline ou des choses comme ça. Mais là, on peut Oui, aussi dire que les gens ils oublient que c'est fait bah, que, que c'est ils le fait savent pour pas, autre en chose. fait. C'est Ou pas ils le qu'ils savent l'oublient, c'est pas. qu'ils le Oui. savent pas. Mais après, en fait, c'est toujours un peu, comment dire ça? C'est comme cette histoire de nucléaire, c'est-à-dire que le nucléaire, c'était mal. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que, bah oui, mais si on n'a pas le nucléaire, on est dépendant de tel ou tel pays. Et donc, bah, le prix de l'électricité, vous pouvez le multiplier par 2, 3, 4, 5, 10. Et là, les gens ils se disent, bah ouais, en fait, le nucléaire, c'est pas mal. Mhm. Donc là, c'est pareil, quand on va sur la médecine, on se dit, bah oui, ça va être pour certains cas. Alors, sauf les vaccins. Là, on a bien vu avec les vaccins ARN Oui. que là, il y avait une vraie opposition qui s'est faite. Alors, encore une fois, pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons. Mais sur la médecine, on se dit, OK, bon, dans ce cas-là, ça va concerner quelques personnes, c'est de la médecine de pointe. Les gens ont quand même relativement confiance. Voilà. Donc là, par contre, ça va, si on va sur les biotechnologies végétales, encore une fois, c'est même pas tellement l'agriculture. C'est nous, on va les bouffer derrière. En fait, c'est ça le problème de fond. Et là, on touche, alors surtout en France, le rapport à l'alimentation en France est quand même particulier, très particulier. Euh, les gens disent, bah non, 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 on peut faire ça, on va faire ça, on va se débrouiller.
Je pense qu'il y a un effet comme ça de ce genre. Mhm. Oui, c'était une des questions. Vous avez répondu à une des questions de Jean-Daniel Arnaud qui dit est-ce que le fait que effectivement c'est de l'alimentation joue un rôle important Pour moi, c'est le rôle central. C'est-à-dire que Mhm. pour moi, autant il y a énormément de controverses sur l'agriculture, sur les pesticides, sur l'eau, sur la pollution, enfin, énormément. Je ne vais pas les refaire toutes ici. Autant pour moi, sur à la fois, monsieur D, sur les OGM et les NGT, on est même plus sur l'agriculture. Pour moi, on est sur l'alimentation. Et je pense que si on comprend ça, on va. Donc Donc, Alain Day nous a rejoint, donc merci. finalement, Ce que je propose, c'est qu'il reste encore une ou deux questions et puis je lui passerai la parole pour quand j'aurai bouclé cet aspect-là. Donc un peu lié à ce qu'on vient de discuter, il y a Philippe Dumont qui dit finalement les gens mangent des plantes qui sont obtenues par sélection conventionnelle où il y a beaucoup de mutants. Je pense aussi que là, il y a une méconnaissance du sujet qui fait qu'on n'a pas le même rejet sur les plantes mutées. là encore, parce que les gens savent pas, et puis parce que, enfin, vous comprenez que c'est extrêmement difficile aussi pour des gens qui sont pas versés dans ce genre de matière, d'aller, enfin, de passer outre le matraquage qui est fait dans les supermarchés notamment. Là, vous allez aujourd'hui dans des supermarchés, vous l'achetez. Alors, vous avez du maïs sans OGM, on voit bien l'idée. Mais des fois, vous achetez de l'eau, ils vous mettent c'est de l'eau sans OGM. Donc, à un moment donné, vous dites, bah ouais, enfin, je vois pas comment tu pourrais avoir de l'eau avec des OGM, mais bon, admettons. Mais c'est tellement devenu un argument marketing, un argument de vente, etc., que on est plus ou moins omnubilé par ça et que derrière, on oublie, et les gens oublient ou les gens ne savent pas que, bah oui, le maïs ou le blé, ou en tout cas à peu près tout ce qu'ils mangent, a été globalement sélectionné avec des variétés précises, alors par des méthodes, voilà, qui ont recours plus ou moins à des technologies, mais en général qui ont recours à des technologies. Et ça, à la limite, ils le savent pas, et deux, j'ai envie de dire, ils veulent pas le savoir, en fait. Mais le fait d'avoir fait des OGM une sorte de, voilà, de tabou, a quand même très sérieusement oblitéré la possibilité, si vous voulez, pour les gens à la fois de passer outre d'avoir une opinion autre que les OGM, c'est mal. C'est très compliqué. Parce qu'il y a encore beaucoup de questions. On verra en fin de comment on gère. Moi, ce que je propose, c'est que je passe la parole à Alain qui nous a rejoint et on attaque la troisième question pour terminer ce webinaire. Bien, ben, Alain, merci Georges et on encore mille t'entend. excuses à tout le monde pour mon incompétence à me connecter avec toutes ces technologies. Euh, donc, cette troisième question, elle est plus focalisée sur quelles sont les pistes de réflexion pour inverser la tendance. Puisqu'on est dans une situation aujourd'hui où ces technologies, qu'il s'agisse du transfert de gènes ou d'édition génomique, il y a un blocage qui existe et de toute façon, ce n'est pas accessible. Donc, la question que nous nous posons, c'est comment sortir de telles situations. Est-ce qu'on doit modifier notre argumentation? Est-ce qu'on est mauvais dans l'explication de faits scientifiques? Enfin, quelle est votre perception des choses concernant l'inversion de la situation actuelle, d'une manière plus concrète? Alors, j'ai proposé des pistes, je vais vous les montrer. Attendez, je ne me trompe pas. Mince, c'est où pour partager l'écran? Je l'ai reperdu. Ah, il est là, pardon. Je dirais l'idée de base, c'est enfin, je vais faire trois propositions, en gros, philosophiques, pédagogiques et politiques. Mais je dirais que l'idée de base, c'est quand même que ça sert à rien que les scientifiques s'en mêlent. Je vais essayer d'argumenter un petit peu plus précisément. Mais pour moi, les scientifiques ont tout à perdre à aller, je dirais, au front. En tout cas, sur un front qui serait le front de l'opinion publique. Mais bon, je vais essayer d'aller sur ce que j'ai écrit, on pourra en discuter après au besoin. Donc, la troisième question, c'est un peu, voilà, qu'est-ce qu'on fait?
moi, j'avance 3 pistes de réflexion. Une piste philosophique, bon, ça, c'est mon côté philosophe, hein, je suis désolé, mais il faut faire la critique de la critique. Tous les philosophes ne sont pas d'accord avec Heidegger, ils ne sont pas tous d'accord non plus avec Bonneuil, ils ne sont pas tous d'accord avec Cohen ou non plus avec Jonas sur l'idée que la promesse de la technique moderne qui s'est inversée en menace et qui a conduit au principe de précaution via le principe de responsabilité. Donc il y a des gens qui ont une approche, alors rarement technophile, mais il y en a. Il y en a quand même en philosophie. Tous les philosophes ne sont pas des technophobes décrottables. Et puis il y a des gens comme moi, comme un certain nombre de mes collègues, qui ont une approche technocritique, voilà, où il s'agit de faire que la technique, la technologie servent, je dirais, à des fins pertinentes et moralement défendables. Faut sans doute sortir aussi d'une certaine approche de ces questions qui consiste à faire de la sociologie des controverses. C'est un positionnement épistémologique précis qui renvoie notamment à Latour, qui renvoie à une approche externaliste, qui renvoie à la socio des sciences. Pour moi, c'est une impasse. Alors l'industrie l'a compris parce que en fait, pour elle, c'est pas une impasse, mais elle l'utilise en fait contre ceux qui la critiquent. Mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bon et de mauvais, il y a pas de bonne solution, de bonne porte de sortie à ces controverses. Donc l'approche par controverse bloque automatiquement en fait toute possibilité d'une sortie. Voilà. Bon, évidemment, la piste philosophique, c'est un peu le truc un peu foireux. Personne n'écoute aujourd'hui les philosophes et parfois, vous m'entendez toujours parce que j'ai un problème de stabilité. Euh, bon, plus personne n'écoute les On a philosophes. eu peut-être quelques coupures, mais allez-y. Ouais. Donc l'effet globalement de ça, de cette critique de la critique que j'ai amorcé hein, dans un certain nombre d'articles, ça reste un effet globalement incertain et puis ça reste un effet aussi à long terme. Donc c'est peut-être pas utile, mais pour moi il y a un enjeu évidemment à le faire. Le deuxième point, je dirais, c'est la piste pédagogique. Là, c'est mon côté enseignant qui parle, sans doute. Pour moi, il faut pas que les scientifiques y aillent. Par contre, il faut qu'on utilise les moyens qu'on maîtrise aujourd'hui de médiation scientifique, ce qu'on appelait auparavant la vulgarisation. À destination, pour moi, ce qu'il faudrait cibler, c'est les étudiants de chez nous, les étudiants en école d'ingénieur d'agronomie qui n'y connaissent rien et qui auraient bien besoin voilà, d'avoir des connaissances à ce sujet, éventuellement cibler des lycées agricoles, enfin cibler vraiment au départ des gens qui, a priori, pourraient être réceptifs, d'accord, même si dans notre population d'étudiants, il y en a qui sont contre. Ensuite, potentiellement étendre ces actions, peut-être d'autres étudiants et peut-être d'autres publics, voire plus large, mais pour moi, dans un premier temps, il faut cibler et évidemment, il faut le faire de façon honnête, faut le faire de façon lucide sur ce que les biotech, ce que l'édition génomique peut faire, peut pas faire, ce que ça implique, ce que ça n'implique pas. Sinon, ça marche pas. Sinon, on fait de la communication, on fait de la propagande. Et pour moi, la communication et la propagande, c'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'à ce jeu-là, je dirais, les scientifiques perdent toujours, en fait. Ils perdraient toujours face à la conf, face au soulèvement de la Terre. Enfin, vous ne gagnerez jamais cette bataille de la communication, sauf à cultiver l'entre-soi, ce qui se fait aujourd'hui justement dans cette sphère-là. Donc là, on a un effet qui est, à mon avis, moins incertain, qui peut marcher. Alors, ça reste du moyen terme, hein, voire long terme. Mais pour moi, c'est une action qui peut être tout à fait pertinente d'envisager. Et puis, la troisième piste, c'est la piste politique. Là, je dirais, c'est un peu, il y a deux grands choix, hein. Il y a le côté business as usual. On continue à faire ce qu'on fait. On se convainc que la science et la technologie vont nous sauver. On considère que ceux qui critiquent la technologie ou les biotechnologies ou l'édition génomique sont des crétins. Alors, il y en a dedans, mais ils ne sont pas tous, loin de là, des crétins. Et puis, on continue à faire du lobbying. Ça, c'est la voie qui est choisie et qui ne me paraît pas être une mauvaise voie en soi, puisque de toute façon, en dernier ressort, on a quand même plus de chances que ça passe si on l'a fait passer auprès de la Commission européenne ou du gouvernement français que si on essaie de convaincre l'opinion publique. Okay. Globalement, dans l'état actuel de notre démocratie, à la limite, pourquoi pas, quoi. Sinon, on essaie une autre approche où on se remet en question, on a une approche plus modeste, au moins dans le discours. On sait que voilà, ces nouvelles techniques vont peut-être pas nous sauver.
et que globalement, même si on les interdit, ça ne va pas être la catastrophe qu'on prévoit. Mais par contre, ça peut faire partie d'un panel d'outils dont les agriculteurs ont besoin pour continuer à faire leur boulot, mais que ce panel d'outils, bah, il doit s'inscrire aussi dans un changement. Alors, évidemment, au niveau de la France, c'est toujours un peu paradoxal, mais puisque notre agriculture est quand même, quand on compare, globalement vertueuse, mais c'est un modèle aussi où il y a quand même des choses à faire. Et puis, de toute façon, à un moment donné, le problème, c'est qu'on est en concurrence avec le monde entier. Donc, voilà, il y a des choses qu'on peut faire et je pense que les outils de ce genre-là peuvent nous aider à le faire. Et je pense que le présenter de façon, là aussi modeste, objectivement, enfin, le plus objectif possible, c'est le meilleur moyen aussi de convaincre les éventuelles personnes qu'il faudrait convaincre. En sachant que là-dedans, il y a une partie de la population, par principe, ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre, ils seront de toute façon contre. Mais c'est pas cette population-là qui intéresse. Euh, voilà, j'ai fait court là aussi, pas trop provocateur normalement. J'ai d'autres, évidemment, d'autres arguments et d'autres idées, mais je voulais pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc, je suis ouvert aux questions. Est-ce que il y a déjà des questions? J'arrive pas à avoir les. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais Il y a des jours comme ça. Comment? Il y a des jours comme ça. Je n'arrive pas à voir les questions. Il y a, il y a pas mal de questions effectivement qui sont tombées hein, sans prendre. Je vais reprendre ce qui est sorti. En commençant peut-être par la dernière, parce qu'elle vient d'arriver, puis elle fait un peu référence à la fin, quoi, aux derniers éléments de la présentation de Nicolas Brault. Philippe Dumont dit tout récemment, des parlementaires européens ont eu recours à des professeurs d'université pour les éclairer sur les choix politiques. Qu'en pensez-vous? Bah, oui, enfin, ça dépend quelle discipline, ça dépend ce qu'il veut faire. Par principe, je dirais, c'est mieux que les politiques s'adressent à la science. Après, il faut que les politiques soient capables, je dirais, de comprendre et discuter avec les scientifiques. En fait, quand c'est Angela Merkel à l'époque, qui a un doctorat quand même en, je sais plus, en physique, quand elle parle à des scientifiques, ils se comprennent. Quand c'est des gens qui ont fait Sciences Po ou l'ENA, moins sûr. Ouais. Et puis, ça dépend quel usage il est fait. C'est-à-dire que là, notre président a instauré un conseil, je ne sais plus comment il l'a appelé, mais un conseil scientifique. Il y a un conseil scientifique, mais il n'y a pas de mémoire. Je ne pense pas qu'il y ait des gens du côté végétal. Non, je pense pas, non, non. Bon, alors, on ne sait pas très bien à quoi il sert. En plus, on a un office au Parlement. Bon, enfin, bon, bref. Voilà, sur le principe, oui. Après, faut voir les modalités, faut voir de quoi ça parle, faut voir qui est là, faut voir. Ça peut être un gadget, ça peut être un truc super bien. Sur le principe, c'est une bonne idée, mais faut voir derrière, en pratique. Georges, je vois toujours pas les questions. Tu as un truc qui s'appelle QR. Oui. Tu dois avoir là-dedans, tu l'ouvres et tu as les questions qui apparaissent. Pas de questions ouvertes, il y a marqué sur mon truc. Non, puisqu'on n'a pas fait de questions ouvertes. Ah, mais ouais. Ben, je ne comprends pas. D'accord. Bon. Moi, si je peux en profiter pour poser une question. Si on admet la difficulté qu'il y a entre objectiver l'aspect artificiel ou naturel de ces organismes, qu'elle est liée à une perception culturelle des choses, quelles conséquences en tirez-vous pour le comportement des scientifiques, sachant que nous ne sommes pas... notre démarche est plutôt une démarche scientifique au niveau de l'explication.
Donc, comment on se comporte vis-à-vis de ces comportements, disons, culturels? Il n'y a pas un antagonisme dans votre esprit entre ces deux démarches? Non, enfin, alors j'ai peut-être mal compris la question, mais je dirais que justement la médiation, c'est ça en fait. La médiation, c'est ce qui permet que le scientifique transmette son savoir, mais sans être présent. Et puis après, on va utiliser, parce que la médiation, c'est une discipline en soi. Moi, je ne sais pas faire, par exemple. Et ça permet d'éviter justement ce genre d'antagonisme. C'est-à-dire que le médiateur, il doit à la fois être bien informé sur ce qu'il va raconter, il doit avoir un côté un peu scientifique comme ça, mais derrière, il doit être capable de mettre ça à hauteur des gens qui le, à qui il enseigne tout ça, quoi. Mais Mais, concrètement, c'est ça ma question. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre à la hauteur? Si on prend le après, passé, on n'a pas été très bon. bah, vous savez, quand vous êtes enseignant, des fois, vous voulez dire des choses et puis vous êtes obligé de passer par des détours, on va dire, pour les dire. Et puis, vous savez très bien qu'entre ce que vous dites et puis ce qui est reçu, bah, il y a de la perte. Donc, enfin, il y a toujours ce risque-là dans une logique de transmission. Quand on est prof, on sait très bien que, voilà, c'est entre ce qu'on voudrait faire passer comme information, comme connaissance, et puis ce qui reste à la fin. Avec les possibilités de déformation qui existent. Enfin, voilà. Après, c'est le job, quoi, je dirais. La structure fait que bah, c'est comme ça, quoi. Et donc, c'est pour ça, après, je pense, alors je sais pas, est-ce qu'il y a des cours à GoParisTech ou peut-être dans les facs de bio, il y a des cours sur l'édition génomique? Je pense que oui. C'est pas à GoParisTech, oui. Donc là, Oui, pour moi, il y a deux choses. Il y a le côté vraiment tech, comment on va enseigner ça au niveau scientifique et technologique, et puis il y a le côté médiation. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Une question de Michel Dubois. Le positionnement de la sociologie des sciences a conduit à une guerre des sciences. Il fait référence au livre de Bernard Lahire, un sociologue qui, pour la première fois, critique le relativisme constructivisme. Pourquoi faut-il atteindre un tel livre? Pourquoi faut-il attendre un tel livre? Ouais. Euh, bon, on l'a pas vraiment attendu, Michel, puisqu'on a quand même commencé à critiquer le constructivisme et le relativisme il y a quand même pas mal de temps, et sa critique était pas, enfin, critique existait déjà dans la sociologie. Là, le problème de fond, c'est qu'il y a eu un succès, une espèce d'effet de mode à ce sujet, sur, bah, justement, sur tout ce que vous avez eu, sur les bouquins de Christophe Bonnet, sur ce genre d'ouvrage. Et le problème, c'est qu'on en est resté à ce type d'approche et qu'on n'a pas fait non plus la critique, je dirais, philosophique, strictement parlé, voire épistémologique, de ce genre d'approche, ou en tout cas, on vient de commencer à le faire. Et je pense que le bouquin de Lahire, c'est aussi un bilan, mais il y en a d'autres, hein. Il y a, comment il s'appelle? Pestre, qui a fait un article récemment où il dit, bah oui, en fait, notre approche, globalement, ça a échoué, en fait. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir par nos propres outils, en fait, quand il parle de la socio des controverses. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Michel. Il me signale que la question n'est pas passée en entier. Moi, j'ai mis Ah, ce qui avait passé. Donc, je propose qu'il renvoie la question et qu'on revienne sur le sujet s'il manquait des éléments. Pierre Hilson dit qu'il vaut mieux que les scientifiques ne s'en mêlent pas, ce qu'il entend dire parfois. Une bonne piste est la médiation scientifique. Qui sont les mieux à même d'entreprendre des actions de médiation scientifique? Est-ce que ce ne sont pas des scientifiques qui comprennent ce que c'est? répétez parce que j'ai raté un bout là, s'il vous plaît. Donc, il parle de la médiation scientifique. Ouais. Hein. Donc, il se questionne pour Sur savoir qui c'est? qui sont les meilleures personnes adaptées pour entreprendre ces actions. Est-ce que ce ne Bah, sont pas les scientifiques qui comprennent ce que c'est? oui, oui, non, mais les scientifiques, il faut qu'ils interviennent en amont, sinon la personne qui fait de la médiation scientifique, elle va pas s'en sortir, très concrètement. Simplement, on ajoute un intermédiaire entre le scientifique et le
grand public ou les étudiants, enfin peu importe, qui va complètement modifier l'approche, c'est-à-dire on va pas être sur une approche type enseignement, donc plus verticale, plus cadre pédagogique classique, mais sur une approche plus, je sais pas, mise en scène, des trucs fun, des vidéos, des expos, en fait des choses comme ça. Mais tout ça, évidemment, doit être validé en amont par les scientifiques, sinon les gens ils vont raconter n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le scientifique, il n'est pas là. Il est là pour faire tout ça, pour valider tout ça, pour valider le contenu, je dirais, scientifique. Mais tout ce qui est de l'ordre de la médiation à strictement parler, c'est pas son boulot. Donc le scientifique intervient en amont, éventuellement aussi en aval, mais il n'intervient pas au contact des populations à qui ces opérations sont proposées. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la médiation scientifique. Parce que c'est chouette, hein. Enfin, encore une fois, c'est pas ce que je fais, mais aujourd'hui ils font des trucs vraiment chouettes sur des sujets autres. Et sur des gamins jeunes ou moins jeunes, ça a des impacts qui sont quand même assez intéressants, quoi. Et ça change soit de l'enseignement classique, soit de la communication, propagande qui existe, je dirais, des deux côtés du spectre à ce niveau-là. Mais évidemment que les scientifiques sont là derrière pour valider, enfin, fournir du contenu et valider les contenus qui sont faits. Sinon c'est dangereux, quoi. Sinon, n'importe quoi. Ensuite, on passe sur deux questions liées au principe de précaution. Ouais. Donc, la première partie sur Madame Kitri Derganzélez qui dit dans la mesure où l'approche NGT ne va pas nous sauver, on peut les interdire et ce ne serait pas une catastrophe, mais on se priverait d'un levier intéressant. Est-ce qu'on ne risque pas de prêter le flanc à l'instrumentalisation du principe de précaution, puisqu'elle ne nous sauve pas, pourquoi prendre un risque? Et Marc Wollner dit, est-ce que cette instauration du principe de précaution dans la Constitution n'est-elle pas la source de toute cette contestation de la démarche scientifique et même la contestation des agences d'évaluation? Je dirais pas que c'est la source, parce que c'est pas la source historique et philosophique, en fait. Parce que le principe de précaution, c'est une reformulation, une retraduction du principe de responsabilité de Jonas. Et Jonas, c'est la critique de la technique à Heidegger. C'est clairement une filiation. En fait, le principe de précaution, alors je dirais de toute façon qu'il soit inscrit ou pas dans la Constitution, il sert plutôt comme un moyen pour une sorte d'appel. Oui, principe de précaution, alors il faut faire des études, il faut faire des choses. Donc oui, clairement, l'avoir inscrit dans la Constitution, ça facilite pas la tâche. Et moi, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le principe de précaution, en réalité. Je suis assez critique vis-à-vis de ce principe de précaution et du principe de responsabilité de Jonas en général. Je n'ai pas le temps de développer, mais voilà. Même si c'est louable, hein, c'est louable, mais voilà, ça pose un tas de problèmes philosophiques. En fait, à partir du moment où il arrive, je dirais, dans le domaine médiatique, hors cadre juridique, c'est un peu foutu. C'est-à-dire qu'on invoque ça comme une amulette, si vous voulez, comme un... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom, mais truc magique, quoi. Ah. Donc après, une fois qu'on est là-dedans, bah oui, ça devient compliqué. Et vous voyez bien, enfin, j'ai vu passer une question aussi, ce principe de précaution, en soi, là, on est à 30 ans d'OGM, on n'a pas de preuve, en tout cas, qu'il y ait eu des effets, que les gens soient mis à avoir des déformations, des malformations à cause de la consommation d'OGM, à part dans les études de Seralini. Mais globalement, on voit bien qu'au niveau du risque, en fait, il est minime, voire inexistant. Mais c'est trop tard. Je veux dire, le principe de précaution, 30 ans après, on devrait être sûr que justement le principe a été respecté, que du coup on n'a pas de risque et que du coup derrière, il faut légaliser. Mais en fait, ça ne sert pas à ça, le principe de précaution, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais le fait qu'il soit rentré dans la Constitution, est-ce que ça change la situation ou Moi, je pas? suis pas sûr. Je suis pas convaincu que ça change. Ça donne un levier juridique supplémentaire, mais en soi,
Enfin, ils vont pas aller chercher le Conseil constitutionnel à chaque fois qu'il y a un souci. Donc pour moi, c'est juste l'effet médiatique, l'effet supplémentaire, je dirais médiatique supplémentaire que ça apporte. C'est ça qui est compliqué. Mhm. J'ai compris que vous voyez les questions qui sont posées, Oui. hein, je pense. Même j'ai pas Donc, le temps de les lire parce que je réponds en même temps aux questions. Donc, oui, il y a Michel Dubois qui a répondu à votre, à votre question en fin d'intervention sur la question qu'il avait posée. Il redit pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Moi, j'ai compris que vous avez dit que finalement, c'était le livre a cristallisé quelque chose, mais on en parlait déjà avant. oui, oui, oui. Enfin, il a cristallisé, enfin, dans la sphère interne, hein, mais en fait, c'est des vieux débats philosophiques. C'est juste que personne n'a pris le temps de reprendre ça et de revoir les fondements philosophiques. Enfin, c'est du travail, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Donc, voilà. Pour moi, oui, ça a pris du temps, mais c'est normal. Si je peux me permettre de revenir à la question précédente sur la Oui, médiation, quelle est votre position sur... bon, les décisions politiques n'ont rien de scientifique par essence. on est d'accord. Donc, quel est, dans ce contexte-là, comment vous voyez les relations dialectiques entre la décision politique, entre guillemets, l'intérêt général et la réalité scientifique? Est-ce qu'il faut introduire dans cette relation un autre élément? Moi, je pense souvent à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui pourrait jouer un rôle, mais vous semblez dire que le scientifique n'a pas à intervenir de manière directe, et pourtant, y a cette relation dialectique entre ces trois pôles. Non, il peut tout à fait, pour le coup, intervenir de manière directe dans le cadre d'auditions auprès d'offices parlementaires d'évaluation des choix scientifiques. Ça, pour moi, là, c'est, je dirais même le lieu par excellence où il doit intervenir s'il veut faire changer les choses au niveau politique. Le problème n'est pas là aujourd'hui. Le problème, c'est que globalement, euh, enfin, le Parlement, très honnêtement, a quand même assez peu de pouvoir aujourd'hui. La configuration, je dirais, institutionnelle telle qu'elle est incarnée aujourd'hui fait que c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions et d'aller directement au but, puisque globalement, on a un gouvernement et un ministre qui sont favorables à la légalisation des nouvelles techniques. Voilà, de toute façon, à la limite, ça sert à rien de faire des débats, puisque de toute façon, il n'y a pas de débat sur quoi que ce soit. Donc pour moi, là, la situation, d'un certain point de vue, elle est favorable parce que, alors à voir ce que va donner le texte de la Commission, mais en tout cas, les pays européens ont l'air globalement d'accord. Le problème, c'est que ça, c'est toujours le même problème, ça va passer un peu comme ça, alors soit en force, soit en catimini. Et puis à un moment donné, les gens, peut-être, s'ils ont le temps et s'ils n'ont pas d'autres problèmes, et à mon avis, ils ont beaucoup d'autres problèmes à gérer en ce moment que savoir si les plantes sont génétiquement modifiées ou pas. Ça va passer comme ça, et puis peut-être un jour, les gens vont se réveiller, vont faire des blocages. Je sais pas, en fait. Moi, je pense que globalement, il n'y aura pas forcément d'opposition forte à ce sujet parce que les gens ont beaucoup d'autres problèmes, en fait. Est-ce que ce n'est pas justement ce lien direct depuis la décision politique à la décision réelle qui décrédibilise la parole scientifique, puisque le scientifique n'intervient plus dans ce schéma-là? Je sais pas. Je pense que les gens ont beaucoup plus confiance même s'ils n'ont pas du tout, enfin, beaucoup moins confiance qu'avant dans les scientifiques, ils ont par principe beaucoup plus confiance dans les scientifiques que dans les politiques. Est-ce que derrière, quand les décisions politiques sont prises, ça décrédibilise le scientifique? Je sais pas. Je suis pas sûr. Je pense que ça dépend vraiment des cas et du contexte. Mais sur ces questions-là, j'ai quand même pas l'impression que ça décrédibilise le scientifique. Après, le scientifique a aussi, je veux dire, il peut aussi avoir des intérêts à défendre. Là, vous parliez tout à l'heure des agences, de la méfiance vis-à-vis des agences sanitaires. Bah oui, il y a de la méfiance, mais il y a des bonnes raisons aussi d'être méfiant. Je veux dire, quand vous regardez certains cas quand même exemplaires, type Mediator, ben, on a quand même des bonnes raisons d'être méfiant. En fait, le problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire que quand vous regardez un certain nombre d'affaires dans le détail, mais il y a des choses invraisemblables qui sont arrivées, avec des gens qui n'ont pas eu à assumer leurs responsabilités civiles ou pénales.
Et on sent bien que derrière, il y a eu quand même des trucs pas clairs, il y a eu des magouilles, il y a eu de la corruption, il y a eu des choses comme ça, en fait. C'est des choses qui existent. Et c'est pas les scientifiques les plus mouillés là-dedans, mais parfois, il y en a. Parfois, il y a des scientifiques qui ont, enfin, je veux dire, la fraude scientifique, ça existe. Les expériences truquées, ça existe. Alors qu'il s'agisse de démontrer que les OGM, voilà, font des malformations chez les rats, ou qu'il s'agisse de déformer autre chose, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont aussi quand même ce qu'on appelait junker la science, c'est-à-dire qu'on fabriquait du doute, qu'on fabriquait de l'ignorance, qu'on fabriquait en fait des monstres qui ne maîtrisent plus aujourd'hui. Si vous prenez les entreprises du tabac, c'est assez classique. Moi, pour avoir étudié ça dans le détail, enfin, on fabrique du doute. Donc après, là, c'est pareil sur les grandes entreprises pétrolières qui savaient globalement qu'on allait avoir une quantité faramineuse de CO2 dans l'atmosphère et que la planète allait se réchauffer. Ils le savent depuis les années 80. Donc après, quand vous avez un mec comme Bonneuil qui arrive qui dit ah mais oui, mais vous voyez, ExxonMobil, il savait, bah ça décrédibilise aussi les discours des entreprises en tout cas, mais ceux qui savaient à l'intérieur des entreprises, c'était les scientifiques. Donc, vous voyez, c'est toujours compliqué. Georges, tu vois une... Oui, alors par rapport aux questions, là, il y en a toujours qui ont trait à la médiation, avec une question de Philippe Dumont. La critique de la critique, il dit, je suppose que vous voulez dire quand vous voyez ou entendez des argumentaires non étayés ou tendancieux, faut-il réagir ou il faut réagir? Et si oui, est-ce que quel est le meilleur canal pour réagir? C'est quelque chose qu'on se pose souvent au niveau de la FBV, hein, c'est-à-dire quand il y a manifestement comment dire, des choses qui sont fausses ou mal étayées, hein. J'en prendrai une parce que j'ai eu le commentaire très récemment que les OGM n'ont pas entraîné de réduction d'utilisation des pesticides, ce qui est vrai pour les herbicides, ce qui est complètement faux pour les insecticides. Bon, ben, est-ce qu'il faut réagir ou dire Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire, la critique de la critique, j'estime pas, si vous voulez, que les arguments de Heidegger ou de Cohen sont tendancieux. J'estime que c'est des bons arguments. Je suis juste pas d'accord avec la thèse. Mais là, pour moi, la critique est fondée. Elle se défend. Et donc, quand on fait la critique de la critique, bah, il faut avoir une thèse posée, puis après, il faut se défendre avec des bons arguments. Après, je dirais, pour ce qui concerne tous les argumentaires un peu tendancieux, je dirais que ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. Aller faire ça sur les réseaux sociaux, c'est peine perdue. Voilà, vous allez mettre, il y a un effet, alors j'ai oublié le nom, mais il y a un effet connu sur les réseaux sociaux ça va prendre 10 fois plus de temps à corriger quelqu'un qui dit une bêtise. Et donc, en fait, c'est une perte de temps. Par contre, pour moi, oui, je dirais, il faut défendre la vérité. C'est toujours une idée. C'est-à-dire que si la personne dit des choses et qu'elle n'est pas capable de prouver, bah, faut essayer de lui prouver qu'elle a tort. Je suis pas sûr que ça suffise. Par contre, il faut avoir le temps, quoi. C'est toujours le même problème. S'il faut aller à chaque fois essayer de rétablir la vérité sur tout un tas de bêtises et de choses fautes qui sont dites à droite à gauche, enfin, c'est un job à plein temps, hein. Sur le principe, oui, oui, mais non, mais ça c'est vrai. Oui. ça dépend à qui on discute. Si c'est dans un colloque, dans un cadre académique, bah oui, là on a le temps, on peut argumenter, on peut démontrer. Si c'est sur les réseaux sociaux, dans les médias, franchement, je vois pas l'intérêt. Et quelqu'un demande, est-ce que c'est pas un peu le rôle des journalistes scientifiques? Oui, Et est-ce que vous pensez qu'ils jouent ce rôle? ça Ou, dépend. ou, ou comme Pour moi, il y a deux, enfin, ça dépend ce qu'on entend par journaliste scientifique. C'est-à-dire, il y a des journalistes scientifiques qui sont très critiques, qui ne cachent pas leur positionnement politique. Et je trouve, moi, ça me dérange pas à partir du moment où le positionnement est assumé. D'accord? Et puis, il y a des journalistes scientifiques qui sont plus là, voilà, qui sont plus neutres, plus objectifs. Donc, pareil, ça ne me gêne pas. Et puis, il y a des journalistes scientifiques, on ne sait pas s'ils sont là pour faire la retape de telle ou telle industrie ou pour faire le porte-voix d'un certain nombre de lobbies. Donc là, ça me gêne un peu plus parce que là, pour le coup, le positionnement n'est pas toujours assumé. Voilà. ça fait un peu référence à ce que dit Michel Dubois. Là, on voit bien les filiations des contres, elles sont immédiatement dans les médias. Où sont les réflexions sans propagande en parallèle qui passent dans les médias, quoi.
Oui, oui, ben ça, c'est au monde académique, scientifique, d'avoir ces réflexions-là et hors des médias, en fait. Mhm. Aujourd'hui, enfin, on peut quand même, il y a encore quand même des espaces où on peut discuter librement et je dirais sans crainte d'être infiltré par des lobbies politiques ou financiers de gauche ou de droite, hein, peu importe. Mais il y a encore ces espaces-là en France, il y a encore l'université, il y a encore des écoles. Enfin, ça existe quand même. Donc les gens parlent, les gens discutent, les gens débattent sérieusement dans des sphères, c'est juste qu'on n'est pas forcément au courant. Mais ça se passe encore, ça arrive encore. Enfin, j'ose l'espérer en tout cas. Mhm. Et comme vous êtes dans une université où quand même la science doit jouer un rôle important, hein, il y a quelqu'un qui dit qu'on constate que les sciences prennent une place de moins en moins importante dans l'enseignement. Donc, faiblesse du niveau des connaissances scientifiques, des scolaires, mathématiques. Et est-ce que ça ne condamne pas la France à un déclin scientifique certain et donc un déclin global? Oui, mais ça c'est des choix politiques. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait le choix de sacrifier la profession d'enseignant. On laisse aujourd'hui les enseignants, qui soient dans le primaire, dans le secondaire, ou même dans le supérieur, on les laisse se paupériser progressivement. On démonétise complètement la profession d'enseignant. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Ben, les gens, ils s'en vont. Les gens qui sont bons en maths, eh ben, ils vont pas faire prof de maths, ils font autre chose, ils font un métier où ils sont respectés, où ils sont relativement bien payés. Donc, on sacrifie l'école publique, ni plus ni moins. On sacrifie les savoirs disciplinaires parce qu'on ne veut pas embaucher des enseignants et les payer correctement pour qu'ils fassent passer ces savoirs-là. Et après, on vient dire, ah bah oui, mais nos enfants, ils sont stupides, nos enfants, ils n'ont pas les bases. Ah oui, il se passe ce qui se passe. Euh, Quand vous n'êtes pas capable de former des gens qui vont former les générations futures, quelle que soit la matière, et ben après, il ne faut pas venir pleurer en fait sur le fait que les gamins, ils maîtrisent plus rien, ils sont complètement idiots. Ils sont suffisamment, si vous voulez, stimulés par des stupidités sur les réseaux sociaux. Donc, il faudrait que l'école soit le cadre où justement on les stimule véritablement, mais c'est pas la pente que prend l'éducation nationale aujourd'hui, y compris sur les filières d'élite. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont en train de sabrer aussi dans les effectifs des prépas, dans les effectifs d'un certain nombre de choses comme ça. Et donc après, tout ça pour privatiser, enfin, on connaît le programme qu'il y a derrière. Voilà, alors qu'on avait quand même une école publique performante, à mon sens, peut-être inégalitaire, qui avait des défauts, peut-être ok, mais qui produisait des gens qui étaient bons, des ingénieurs qui étaient bons, des scientifiques qui étaient bons. On en produit encore, mais après, encore une fois, c'est des choix politiques. Si vous investissez pas sur l'école, sur les enseignants, et ben derrière, il se passe ce qui se passe. Ça rejoint d'une certaine façon un commentaire de Michel Dubois. De fait, les militants sont toujours plus actifs que ceux qui travaillent dans les sciences et il Ah est oui. difficile de trouver un équilibre. Peut-être une dernière question de Madame Kitry-Der-Gonzalez. Vous avez fait référence tout à l'heure en disant, en parlant de la situation réglementaire et de la phase dans laquelle on est de décision potentielle ou pas, que finalement il pourrait rien se passer par rapport aux critiques puisqu'il y a d'autres préoccupations à instant T. Et elle pose la question, en fait, est-ce que vous voyez une différence entre la période actuelle et celle de l'introduction ratée des OGM issus de la transgénèse? Pour moi, ça n'a rien à voir. Le contexte est complètement différent. Pour l'avoir vécu, voilà, le contexte des années 90, voire des années 2000, c'est quand même des contextes, il y a de la croissance, c'est la France qui réussit. En fait, tout va bien. Donc, en fait, on a des problèmes de riches. C'est-à-dire, on veut garder notre bonne bouffe, on veut continuer à faire nos repas, on ne veut pas avoir les hamburgers du McDo. Aujourd'hui, vous avez des hamburgers à tous les coins de rue. Tous les restaurants, y compris les restaurants français, font des hamburgers. Donc, cette histoire de malbouffe, elle n'existe plus. Et puis aujourd'hui, voilà, on est dans une crise qui dure quand même, avec des conflits qui se multiplient dans des endroits où on n'a pas envie qu'il y ait des conflits qui se multiplient, même si parfois ça fait longtemps qu'il y en a.
Les gens sont pris à la gorge par une inflation complètement démesurée qui n'a pas de fondement, si ce n'est la volonté de maximiser les profits d'un certain nombre de personnes et d'industriels. Donc les gens aujourd'hui, globalement, vu les périls qui nous attendent, moi je pense que est-ce qu'on légalise telle ou telle technique d'édition génomique? À mon avis, ça leur fait ni chaud ni froid. Très honnêtement, hein, je me trompe peut-être, hein, je ne prétends pas détenir la vérité à ce sujet parce que c'est de la prédiction. Pour moi, les gens, ils s'en foutent. Alors, on aura toujours les mêmes. Hein. On aura la conf qui va porter plainte auprès de la commission, auprès de, je sais pas quoi, la Cour de justice. On a les soulèvements de la terre qui feront une action de. Voilà, de toute façon, ça ne change rien. Si ce n'est pas l'édition génomique, ce sera autre chose. Ce sera les bassines, ce sera. Voilà. Pour moi, il y a rien qui va changer. En fait. Mais voilà, peut-être je me trompe. Ce que je vous propose, bon, je pense qu'on a couvert la grande majorité des questions, pas toutes. Euh, j'ai pas fait de tri, j'ai essayé de reprendre ce qui me semblait judicieux. Il y en a peut-être deux ou trois qui mériteraient peut-être une question. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on a un débat par rapport à ça qui touche la propriété intellectuelle. Mhm. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet sur sur l'acceptation ou ça ne va pas plus loin que les dernières associations que vous mentionnez dans le refus? Faut pas, enfin, c'est pas. En fait, je pense qu'il faut sortir aussi des logiques d'acceptation, d'acceptabilité de ce genre de choses. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ça rejoint un peu la problématique de la médiation, mais faut associer les gens aussi à qu'est-ce qu'ils veulent comme agriculture, à voilà, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Plutôt que de vouloir imposer en fait des projets technologiques qui sont peut-être pertinents, peut-être utiles, peut-être enfin très bien, mais auxquels les gens ne comprennent pas toujours grand-chose et auxquels par principe, si vous voulez, ils n'ont pas été associés. Et ça, c'est tous les projets technologiques, c'est vraiment très très large, ça dépasse là, pour le coup notre problématique. N'importe quel projet technologique aujourd'hui, c'est souvent des projets qui sont, vous savez, c'est quand ils ont voulu végétaliser les immeubles. Ouais. Bah, les gens, c'est joli hein, d'avoir des. Sauf qu'à un moment donné, l'été, bah, vous avez plein de moustiques. Donc c'est pénible. C'est joli, mais c'est pénible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont tué toutes les plantes qu'il y avait. Et en fait, si vous écoutez les concepteurs, ils vous disent non, mais ils n'ont rien compris, ils sont stupides. Oui, mais en fait, ils ont de bonnes raisons, je dirais, d'avoir fait ça. Peut-être que ça a été mal conçu aussi à la base, quoi. Donc, je pense que dans le côté peut-être médiation, on peut tout à fait ajouter un côté un peu pas démocratique, mais au moins que les gens s'approprient aussi ce genre de technologie. C'était une des lignes hein, d'argumentaire de dire que CRISPR-Cas9, c'est on va pouvoir faire de la biologie de garage, du do-it-yourself, on va favoriser les petites sociétés. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais c'est des choses qui peuvent être envisagées. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Alain pour s'il a d'autres questions et conclure. Et moi, personnellement, je remercierai les participants et de leur activité dans le nombre de questions. Alain? Oui, ben, je veux bien conclure, bien que je n'ai pas participé au début de l'entretien, mais je pense que toutes ces questions sont effectivement importantes parce que, en tant que scientifique, nous avons une tendance, je dirais, naturelle à ne penser que science. Alors, ce n'est pas critiquable en soi, mais peut-être que ça nous empêche de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans la société. Et je pense que le rôle que j'attendrais, moi, des pouvoirs publics, c'est qu'ils institutionnalisent mieux l'explication et l'information scientifique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 1994, non, je ne sais plus la date exactement, François Mitterrand avait demandé à François Gros de lui proposer une méthode d'information scientifique dans les médias publics. Ben, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on est là face à un problème extrêmement, apparemment très compliqué, que personne ne sait résoudre.
Et je reviens encore une fois sur l'office parlementaire. Je pense qu'on a là un outil qui devrait être profondément valorisé, qui devrait jouer le rôle d'intermédiaire entre les scientifiques et le décideur politique. Je suis d'accord. Bon, les éléments de réflexion que vous nous donnez sont parfaitement utiles, mais on n'est pas dans, je dirais, la proposition concrète d'une médiation globale. Oui, parce que pour moi, on n'est pas à l'office parlementaire, on n'est pas dans un cadre de médiation, en fait. Parce qu'il y a aussi des scientifiques parmi les députés, et c'est le moment où les scientifiques, Pas justement, beaucoup, hein. peuvent aller de moins en moins sans doute, Oui. mais il y en a. Et c'est aussi le moment où les scientifiques peuvent aller un peu plus au fond des choses. Donc pour moi, c'est pas de la médiation. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Il faut revaloriser ce genre d'office qui me paraît, moi, indispensable. Même si j'estime qu'il faut aller plus loin et que les grands débats, les grandes orientations scientifiques et technologiques devraient être débattues démocratiquement, devraient être dans les programmes, devraient être faites par référendum. Enfin, moi, je vais beaucoup plus loin à ce sujet. Mais oui, l'office, sauf qu'encore une fois, qui connaît aujourd'hui juste le nom de l'office parlementaire des événements? Personne. Dans l'opinion publique, ça n'existe pas. C'est dommage, hein, je le regrette, mais ça fait partie aussi des dégâts, du désintérêt qu'ont les gens pour la politique. Bien, ben, je ne sais pas si on peut conclure sur cette phrase, mais, C'est pas très optimiste. Après, mais là, on est peut-être dans le creux, ça va revenir. Faut pas non plus dramatiser. C'est le jeu de la démocratie et le jeu de l'histoire, quoi. C'est comme ça. en tout cas, merci pour l'éclairage que vous nous donnez, puisque moi, je suis attentif à tout ce qui peut stimuler l'intellect et vous faites partie de ceux qui, de mon point de vue, aident à se poser des questions. Eh ben, merci beaucoup Encore une fois, merci pour votre contribution et merci merci pour à m'avoir tous invité. ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci de m'avoir écouté et merci pour vos questions. Et, j'espère avoir été assez clair. J'espère avoir stimulé votre réflexion. Je suis pas là pour vous convaincre, mais pour vous inviter à réfléchir. Oui, c'est ça qui est important. Ouais. Merci Merci. beaucoup. Bien, Au merci. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je mets fin au webinaire là. OK. OK. Bien, ben, au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir.